Bonjour à tous et merci pour votre présence à ce webinaire. Juste petite information, on démarrera dans 5 minutes. On a déjà quelques participants connectés, mais voilà, on attend une trentaine d'inscrits, donc je souhaiterais attendre quelques minutes pour leur laisser le temps de se connecter. Mais en tout cas, merci à vous pour votre ponctualité et à tout de suite. Bonjour à tous.
On va pouvoir démarrer du coup ce webinaire du jour, ce Meetup for Mobility, qui est donc la dénomination qu'on utilise chez ID4Car pour évoquer donc nos événements en lien avec la thématique de la mobilité. Merci à vous d'être présent à nouveau pour ce webinaire ID4Car. J'apprécie de voir certains habitués se reconnecter d'événement en événement, c'est qu'ils y trouvent un intérêt et de l'information pertinente. Donc, merci à vous. À nouveau, il s'agit de webinaires dynamiques. L'objectif est aussi de vous permettre de déverminer un sujet en apportant un éclairage et une complet sur une thématique. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je les poserai en direct à Céline et Mathieu, nos deux intervenants du jour, au fur et à mesure de la présentation, en essayant de ne pas trop les perturber. Voilà, donc merci à eux déjà pour leur présence. J'aurai l'occasion de les présenter un petit peu plus en détail tout à l'heure. Donc pour introduire ce webinaire, on voit depuis maintenant quelques années que les solutions de micromobilité connaissent un véritable essor, notamment en France, avec bien évidemment une problématique écologique qui est un peu à l'origine de cet essor et notamment la nécessité de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. On a vu ce phénomène se renforcer avec la crise sanitaire que l'on connaît depuis un peu plus d'un an maintenant. Et donc l'engouement des consommateurs pour ces nouvelles solutions de mobilité et de déplacement a forcément fait apparaître des problématiques et des problématiques là aussi nouvelles liées à la fois à la sécurité des usagers, au partage de l'espace et à la cohabitation entre les différents modes de mobilité, et puis donc des problèmes de stationnement en ville notamment. Et donc ces problématiques de stationnement nous amènent aujourd'hui à ce webinaire pour donc les évoquer ensemble, mais surtout présenter des solutions existantes sur le territoire pour répondre à donc cette problématique de stationnement d'engins de micromobilité. Et donc, pour apporter un éclairage sur cette thématique, on accueille aujourd'hui la société Nielsen Concept, qui est représentée par Céline Salmon, qui est cofondatrice et CMO au sein de Nielsen. Voilà, Nielsen, ils ont notamment développé des abris vélos sécurisés autonomes en énergie et ils se positionnent en spécialistes de l'innovation frugale. Voilà, c'est des acteurs du réseau qu'on affectionne tout particulièrement. Et donc, on a eu un petit changement de programme de dernière minute. Ce n'est pas Rezé qui vient nous apporter un retour d'expérience, la ville de Rezé, mais c'est Mathieu Clavier, qui est coordonnateur au sein du Nantes City Lab chez Nantes Métropole, voilà, qui a aussi une belle expertise sur cette thématique, ces thématiques de mobilité de manière générale et plus particulièrement de micromobilité. Voilà, donc on est ravis de vous avoir tous les deux aujourd'hui avec nous pour que vous puissiez nous partager votre expertise et vos expériences. Et donc, au travers de ce webinaire, ils reviendront sur le déploiement des solutions Nielsen sur le territoire de l'agglomération et de la métropole nantaise. Voilà, donc Céline, Mathieu, je vous laisse la main et vous présenter et puis débuter ce webinaire. Merci encore à vous et à tout de suite. Merci Simon, bonjour à tous. Donc effectivement, Céline Salmon, cofondatrice de Nielsen Concept. Aujourd'hui, on va vous présenter qui on est, quelles sont nos solutions, et puis vous présenter donc l'expérimentation qui a été développée sur la ville de Rezé et qui a été labellisée Nantes Innovation Nantes City Lab, d'où la présence aujourd'hui de Mathieu Clavier qui va m'accompagner dans cette présentation. Mathieu Clavier, donc ça a été dit, coordonnateur du Nantes City Lab, qui est un dispositif qui est porté par la métropole de Nantes au service de l'expérimentation grandeur nature. Effectivement, on pourra aborder le contexte dans lequel Nielsen a pu expérimenter son abri sur le port de Trentemoux, mais je vais laisser Céline en parler plus largement tout de suite. Ok. Alors, je vais vous partager ma présentation et puis n'hésitez pas si vous avez des questions au fur et à mesure. C'est bon, on voit tout très bien. Ok, super.
Alors, donc Nielsen Concept, nous, on est une start-up qui a été fondée en 2015 avec un objectif précis qui est de développer la pratique du vélo comme mode de transport du quotidien, puisque quand on a lancé la société, on a réalisé des tables rondes d'usagers pour comprendre pourquoi est-ce que finalement la part modale du vélo était si faible en France. Sachant que l'une de nos cofondatrices, Jen Nielsen, est danoise. Et donc, forcément, elle était un petit peu étonnée quand elle est arrivée en France des écarts qu'il pouvait y avoir entre la pratique du vélo en France par rapport au Danemark. Donc, on a mis en place des usagers autour de la table et ce qui est ressorti comme principal frein, eh bien, c'était la peur du vol et le manque de solutions adaptées pour la pratique cycliste au quotidien. Alors, on a obtenu l'agrément ESUS en début d'année, donc ce qui nous classe parmi les sociétés de l'ESS, et je vous expliquerai pourquoi par la suite. Donc, effectivement, ce que je vous disais, c'est quand on a fait ces tables rondes usagers, le premier souci qui est apparu, c'est cette peur du vol. Les usagers n'ont pas forcément envie de prendre leur vélo parce qu'ils ont peur de se le faire piquer dans la journée. Et c'est un fléau qui est partagé par tous les usagers en France, mais aussi en Europe. On a 400 000 vols de vélos par an en France, mais c'est vraiment une problématique qui est partagée dans tous les pays européens. Et puis, du côté des donneurs d'ordre, on a un vrai besoin de développement de solutions pour le report multimodal et puis un besoin aussi de lutter contre l'autosolisme et de lutter contre l'engorgement des routes, notamment dans les cœurs de ville. Alors, ce qu'on a développé du coup chez Nielsen Concept, c'est une solution d'abri vélo ultra sécurisé. Avec plein d'options additionnelles que je présenterai tout à l'heure, connectées, autonomes en énergie, etc. Mais en tout cas, ce qu'on propose, voilà, c'est du stationnement ultra sécurisé dans lequel on va aussi proposer en complément des solutions de flotte de vélos électriques en libre partage. Puisque l'objectif ici, c'est vraiment, comme je vous disais, de développer la pratique de la mobilité douce au quotidien en luttant contre cette peur du vol, mais en apportant aussi des solutions de mobilité à destination des usagers. Et ce qu'on a voulu aussi, c'est que cette possibilité de se mouvoir à vélo, elle soit partagée entre tous, quel que soit son âge, son besoin ou son handicap. Et c'est pour ça qu'on propose des flottes de vélos qui vont du vélo le plus classique au vélo le plus spécifique, comme par exemple le vélo bus, qui est pour du transport scolaire de 8 enfants, en passant par le vélo senior qui va permettre de sortir 2 personnes âgées, notamment des EHPAD. Donc, on voulait, à travers cette offre globale, redonner une mobilité à 100% de la population. Donc, nos vélostations, elles ont 3 objectifs majeurs. Le premier, c'est bien évidemment de sécuriser les vélos pour que le premier frein usager soit levé. L'ultra-sécurisation, elle se décrit à travers le type de matériaux utilisés. Là, le visuel que vous avez vu précédemment, c'est un conteneur maritime qui est recyclé. Donc, de par sa composition, le conteneur maritime est forcément extrêmement résistant. Et puis, on a mis en place des contrôles d'accès, notamment connectés, qui permettent de générer un code d'accès via son application usagée que je vous détaillerai tout à l'heure. Le second volet de ces vélostations, c'est bien évidemment de développer l'usage parce que pour que le cycliste soit prêt à prendre son vélo tous les jours, il faut aussi lui simplifier la vie. Donc, à l'intérieur de nos vélostations, dès 2015, on a inclus tout un tas de services à l'usager, comme des casiers de recharge, des casiers pour stocker ses effets personnels, des stations de réparation, pompes, etc. Et aussi donc, ces fameux vélos cargo qui sont venus compléter l'offre au fur et à mesure. Et puis enfin, le dernier volet qui est extrêmement important et qui est également une douleur forte chez les donneurs d'ordre, c'est la mesure de l'impact de ces solutions d'abri vélo. Parce qu'aujourd'hui, il y a des solutions qui existent, mais finalement, c'est extrêmement compliqué pour une collectivité de dire si ça fonctionne ou pas. Excusez-moi, je ferme juste. C'est extrêmement compliqué de dire si ça fonctionne ou pas parce qu'il y a très peu de remontée de data. Et ce qu'on a voulu, c'est donc développer une application usagée qui sert à la fois de contrôle d'accès,
et à la fois d'éco-compteur mobilité. Donc l'application, l'usager va se connecter, va s'inscrire comme sur une application classique. Il va renseigner aussi un certain nombre de données qu'on va lui demander du type le nombre de kilomètres qu'il réalise lors de chaque trajet. Et l'application, en fait, à chaque fois qu'il va rentrer dans le Mobilipod, va lui indiquer le nombre de kilomètres qu'il réalise au global de ses trajets et les quantités de CO2 évitées par ces trajets. Et ça, c'est ce qui est intéressant, c'est que la collectivité va bénéficier du même type de données. Donc, elle va connaître les usagers qui fréquentent l'abri, la fréquence de l'utilisation et aussi toutes ces données à caractère environnemental qui vont lui permettre à la fois de défendre que l'abri, oui, il est positionné au bon endroit, il est bien utilisé et il y a une bonne rotation des usagers, et à la fois aussi de communiquer sur le fait que voilà, moi je suis une ville, j'ai développé 10 abris vélos et au global, je sais qu'il y a X quantité de CO2 qui ont été économisées par l'ensemble de mes développements. Et ça, voilà, on voit qu'il y a vraiment une vraie appétence de la part des donneurs d'ordre sur ce sujet. Donc, nos vélostations, elles sont à destination, bien évidemment, des villes, comme vous l'avez compris, mais aussi des entreprises. Alors, sur la partie entreprise, on propose à la fois donc, du stationnement sécurisé, on propose aussi des vélos de fonction. Et puis aussi, on a également une marketplace de la mobilité où les entreprises vont pouvoir aller piocher directement les types de vélos qu'ils veulent mettre à disposition de leurs salariés. Je crois qu'il y a pas mal d'entreprises inscrites aujourd'hui. Si vous le souhaitez, on pourra parler plus en détail de cela plus tard. Et puis, elle est dédiée aussi aux opérateurs de transport type SNCF, RATP, etc., qui ont besoin de mettre en place des solutions de report multimodal aux abords des gares. Alors, chez Nielsen Concept, on a le Mobilipod que vous avez vu tout à l'heure en format conteneur maritime, on va dire, est notre abri emblématique. Après, on a développé tout un tas d'abris différents qui vont de 2 jusqu'à 700 places de stationnement avec des modules différents en termes d'usage, mais aussi en termes de taille. L'objectif étant de permettre à chaque collectivité d'avoir une réponse en fonction aussi du foncier disponible et en fonction de la capacité vélo souhaitée. Alors, ce qui nous rend unique aujourd'hui sur ce marché-là, c'est notamment notre mode de production responsable et solidaire, puisque le conteneur maritime, c'est 2 tonnes de métal qui sont recyclées. Et chacun de nos produits est transformé soit par des ateliers de réinsertion par le travail, soit par des entreprises comme APF 56 qui emploient des adultes en situation de handicap. Donc, dès le départ, on a voulu inclure ce côté économie circulaire et solidaire à l'ensemble de nos projets, parce que c'était important pour nous à la fois d'avoir un impact favorable sur l'environnement, mais aussi de redonner une chance à des gens qui en ont eu sans doute moins que nous. Et puis, ce qui nous rend unique aussi, c'est cette fameuse application dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est une véritable source d'information pour les collectivités, les entreprises. C'est notamment compatible avec le forfait mobilité durable pour les entreprises. C'est-à-dire que le forfait mobilité durable, vous devez connaître, c'est la possibilité de verser à un salarié 500 € par an s'il utilise un mode de transport doux pour venir au travail. Mais quand le transport doux est le vélo, il faut que l'usager puisse se justifier d'un certain nombre d'allers-retours par an. Et donc, l'application permet de le justifier. Et du coup, c'est extrêmement simple pour une entreprise, via l'application, de savoir qui a effectivement, à qui peut être attribué la prime, le forfait mobilité durable. Donc, nous, on est en tant que Nielsen Concept, donc on est designer et fabricant de ces abris vélos et on va s'appuyer sur un certain nombre d'acteurs innovants pour avoir un écosystème de partenaires qui va enrichir nos solutions. Donc, on travaille avec notamment le groupe Wattway by Colas sur la partie photovoltaïque. On travaille avec des dalles photovoltaïques Wattway qui sont apposées sur le sol et qui rendent notre Mobilipod 100% autonome en énergie. APF Entreprise, j'en ai parlé tout à l'heure en termes de production. En termes de vélo, on travaille avec des fournisseurs comme Vanram ou Trio Bike qui sont des sociétés qui ont pignon sur rue depuis de nombreuses années au Danemark et en Hollande et qui nous fournissent des vélos extrêmement robustes et de qualité, puisque l'objectif, c'est vraiment de proposer des vélos qui vont durer un certain temps.
Emotic qui travaille avec nous sur la partie application. Et on propose aussi l'entretien et la maintenance de nos abris via Aximum, qui est une filiale du groupe Colas, et via Vélogique, qui est capable d'assurer la maintenance des vélos et des mobilipodes à l'échelle nationale. Donc, on travaille déjà avec un certain nombre d'acteurs prestigieux. On est notamment référencé comme fournisseur officiel de la SNCF depuis le début d'année. On travaille avec Grenoble, Alpes Métropole, Ville de Nantes, etc., avec des bailleurs sociaux aussi, comme Harmonie Habitat, Seine-Saint-Denis Habitat ou Neaulia, et aussi des entreprises privées comme Kyriad, Vinci ou beaucoup d'autres. On a environ 40 clients un petit peu partout en France et on commence aussi à se développer, à avoir des contacts sur l'export. Voilà, en termes de prix, donc on est vainqueur de l'innovation Le Monde Cities 2020, on est vainqueur du challenge SNCF Gare et Connexion 2020, on est lauréat 2021 de l'Urban Lab à Paris. Donc nos solutions sont testées en déploiement réel sur Paris cette année sur des nouveaux prototypes qui vont être testés pendant une durée de 12 à 18 mois sur Paris pour confirmer le fait que ça réponde bien à des besoins. Voilà, je continue. Donc, ce que je voulais vous présenter aussi, c'était du coup cette installation qu'il y a eu sur la ville de Rezé. Vous présenter un petit peu d'où est né le projet et les évolutions qu'il y a eu depuis son installation. Donc, l'installation de la ville de Rezé, c'est celle que vous avez vue tout à l'heure en photo. Donc, c'est ce mobilipod à base de conteneurs maritimes alimenté par les dalles photovoltaïques Wattway que vous voyez posées au sol. Alors, le contexte, en fait, c'est un mobilipod qui a été installé dans le cadre de la Loire à vélo. Donc, il a été implanté en 2018. L'objectif ici, c'était essentiellement d'accueillir les cyclotouristes qui venaient sur le parcours de la Loire à vélo. Donc, la ville avait souhaité un aménagement intérieur qui soit relativement flexible, qui puisse accueillir des vélos classiques, mais aussi des vélos cargo. Donc, on a 12 places de vélo au sol. Et ce qui était important aussi pour la ville, c'était d'enrichir ce mobilipod avec des services aux usagers. Donc, c'est pour ça qu'il y a, vous voyez, en transparence derrière les grilles, on a 5 casiers individuels qui permettent d'accueillir les effets personnels, puisque quand on est touriste, on a des sacs à dos, etc., qui est plutôt sympa de pouvoir stocker si on veut visiter les alentours. Et puis, on ne voit pas forcément, mais il y a la petite station de réparation, de gonflage, enfin, tous les services qui vont bien pour que le cycliste, une fois qu'il arrive, puisse faire ses petites réparations s'il en a besoin. Au départ, la ville a souhaité que le service soit payant, donc avec une somme relativement modique, mais qui existait. Donc, il y a entre 10 et 20 centimes étaient demandés à l'usager par heure de stationnement, ou entre 80 centimes et 1 euro par jour de stationnement, suivant qu'il était soit sur du stationnement pur ou soit sur du stationnement plus casier pour effet personnel. Et donc, l'usager pouvait s'inscrire via un lien Internet qui était inscrit sur la porte d'entrée et qui l'amenait vers un genre de calendrier Google où il pouvait dire qu'il voulait réserver sa place à tel moment et puis pouvoir régler son abonnement. Donc, voilà quelques visuels de l'intérieur. Vous voyez ici les casiers, la petite station de gonflage et de réparation et l'intérieur du mobilipod. Alors, de cette installation qui a eu lieu en 2018, au fur et à mesure de l'usage, on en a tiré conjointement avec la ville de Rezé un certain nombre d'informations qui nous ont fait évoluer sur les services, sur notamment l'usage du mobilipod et sur son abonnement. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une relativement faible utilisation du service, mais c'était difficilement quantifiable parce que la ville se disait, voilà, j'ai l'impression que il n'y a pas autant d'usagers qu'on voudrait, mais je n'arrive pas vraiment à le quantifier parce que, effectivement, aujourd'hui, on n'a pas de données pour ça. Et puis, on ne savait pas bien aussi si finalement les usagers utilisaient les casiers ou pas, s'ils utilisaient les recharges. Voilà, tout ça était un petit peu flou. Mais en tout cas, il y a un constat qui était clair, qui était le fait que l'abonnement, aussi modique soit-il, avait tendance à limiter l'usage du mobilipod. Et il y a notamment un usager un jour qui a fait la réflexion suivante.
puisque le Mobilipod est installé en fait sur le parking de Trente-Mou, c'était de dire, oui, mais c'est pas logique. Si je viens en voiture, je me gare gratuitement sur le parking qui est juste à côté. Si je viens en vélo, on me demande de payer pour mon stationnement. Il y a quelque chose qui cloche. Et en fait, c'est extrêmement vrai. Et donc, la ville s'est dit, bah oui, enfin, c'est assez logique. Donc, on a convenu avec eux de supprimer cette notion d'abonnement parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai besoin de développer l'usage. Le besoin, il est là. Et il faut surtout lever tous les freins qui existent, qui peuvent contraindre l'usager. Et ça, c'en était un. Et finalement, le jeu en valait pas la chandelle parce que finalement, 10-20 centimes de stationnement, c'est rien. Et finalement, c'était pas utile d'aller sur un abonnement payant. Donc, on a fait évoluer le service conjointement avec la ville de Rezé. Il a été décidé que le Mobilipod serait désormais accessible à tous gratuitement. En plus, cette année, il y a tellement d'aides de l'État, notamment pour l'installation ou le développement de la mobilité douce, que finalement, faire payer l'usager, c'est peut-être pas le bon critère cette année. Donc, on a aussi souhaité faire évoluer ce Mobilipod avec la vision de Nielsen Concept qui évoluait. C'est-à-dire que nous, on est toujours à l'affût de l'innovation. On fait en sorte que les mobiliers urbains qu'on propose vont, comme vous l'avez vu tout à l'heure, être enrichis de toutes les innovations qui existent sur le marché. Et donc, on a amené aussi la ville de Rezé à faire évoluer ensemble le service. Donc, par rapport à l'installation qui avait lieu au départ, on a installé les dalles photovoltaïques Wattway au sol pour permettre au mobilier d'être 100% autonome en énergie. Et on a aussi, ça c'est tout récent, changé les racks à vélo à l'intérieur de l'abri. On a décidé de proposer plus de places de stationnement avec des racks beaucoup plus ergonomiques aussi pour les usagers. Et on a fait aussi un rétrofit de l'installation avec notre application Nielsen Concept connectée qui permet du coup à l'usager d'accéder à l'abri avec cette fameuse application que je vous ai présentée tout à l'heure. Et c'est là que je fais le lien avec Nantes City Lab, puisque en fait, à travers toutes ces évolutions, et notamment avec le partenariat avec Colas qui a installé les dalles photovoltaïques Wattway au sol, eh bien, on est rentré dans le cadre de Nantes City Lab que je vais laisser Mathieu présenter. Merci Céline. Donc effectivement, le Nantes City Lab, comme je le disais en introduction, est un dispositif qui est porté par la métropole de Nantes et qui a pour objectif d'accompagner des porteurs de projets qui développent des nouveaux produits, des nouveaux services de façon collaborative, c'est-à-dire avec plusieurs acteurs au service de la ville et qui peuvent l'expérimenter en vrai. Et c'est à ce moment-là que Nicolas de Nielsen Concept est venu nous voir. On se connaissait, on avait discuté, on s'était déjà rencontrés et un jour, donc, il est venu parce qu'il y avait eu cette rencontre avec Wattway et pour se dire, mais on a un enjeu qui est qu'on a de plus en plus de vélos assistance électrique, on a besoin de les recharger et les endroits où on va installer nos parkings à vélo, si on est obligé de les raccorder au réseau électrique, ça nécessite des travaux de génie civil qui peuvent être parfois longs, coûteux. Et là, il y avait peut-être une solution. En tout cas, c'était l'objectif de l'expérimentation, de voir si avec 2, 3 ou 4 panneaux qui étaient développés par Wattway, ça pouvait permettre de rendre l'abri totalement autonome en énergie. Et c'est là où vous avez vu l'installation du Mobilipod à Trente-Mou. Donc, il est à proximité d'un trottoir. Et le trottoir est géré par la métropole de Nantes. C'est là où on a pu, au travers du Nantes City Lab, la labellisation du projet parce qu'il répondait aux critères. Donc, les critères du Nantes City Lab, c'était notamment cette dimension collaborative. Et on trouvait ça intéressant qu'une entreprise comme Nielsen puisse expérimenter quelque chose en partenariat avec un grand groupe comme Colas et Wattway, sa filiale Wattway. Il y avait cette dimension innovation parce que ça n'existait pas en fait. Et puis on trouvait aussi que c'était intéressant par rapport aux objectifs et aux politiques publiques du territoire d'avoir des mobiliers urbains de ce type qui soient autonomes en énergie. Ça, c'était un point important.
Et puis, ça se situait. Et on savait ce qu'il y avait aussi à expérimenter. C'est-à-dire que l'objectif, c'était de voir si ces panneaux, et ça, il y a de la production en fait, des panneaux solaires et comptabilisée, permettait de recharger les différents vélos, ou en tout cas permettait aux gens qui laissaient leur vélo de repartir avec une charge correcte de leur vélo. Donc, toute cette démarche-là s'est faite dans le cadre du Nantes City Lab. Et c'est là où, effectivement, nous, on a donné les autorisations pour installer les panneaux qui sont du coup insérés. Alors, moi, je reconnais que j'étais assez impressionné parce j'en avais vu plusieurs. Ceux-là, ils sont totalement insérés au niveau du sol. Donc, on les voit visuellement, mais au niveau physique, ça ne dépasse pas. Et c'est assez intéressant. Juste Moi, ce que je Mathieu, je trouvais me permets. intéressant. Oui, En vas-y. fait, il y a une question en lien avec les panneaux et je me dis que c'est peut-être le bon moment pour la poser. On nous demandait pourquoi justement, et puis moi, je me suis posé exactement la même question, pourquoi vous avez installé les dalles sur le sol et pas sur le toit de l'abri? Cela aurait diminué l'emprise au sol. Voilà, sur la question qui nous est posée, voilà, je veux bien une réponse si vous en êtes d'accord. Alors, En fait, ouais, vas-y, oui. En fait, il y a différentes technologies effectivement d'alimentation photovoltaïque qui existent. On sait proposer l'option en toiture. Et effectivement, certaines collectivités nous le demandent quand il y a la notion de foncier qui est relativement rare. Après, on a souhaité aller vers les dalles photovoltaïques Wattway parce que c'était aussi une véritable innovation. Et qu'il y a comme Mathieu le disait, il y a une très bonne insertion dans le contexte urbain, puisque les dalles, une fois posées, sont vraiment complètement insérées dans la chaussée. Et ça, c'est notamment des choses qui sont particulièrement appréciées dans les zones ABF, où les ABF ne sont pas du tout fans des panneaux posés en toiture. Et les dalles permettent de mieux s'intégrer dans le paysage. Merci. Alors, peut-être en complément aussi, je redis ce que m'avait expliqué Nicolas à l'époque, il y avait aussi l'installation, c'est-à-dire que le fait de pouvoir travailler avec Wetway et Colas, ça permet une intervention sur l'ensemble du territoire et de préparer justement l'installation des panneaux photovoltaïques. Une fois que vous venez mettre le mobilipod, il y a le raccordement à faire, mais c'est beaucoup plus simple, même en termes de transport, que d'avoir des panneaux qu'il va falloir redéployer sur le toit. Il va falloir faire appel à d'autres compétences quand vous allez. Donc, il y avait aussi ce côté facilité. Alors, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais c'est ce que j'avais compris. Et ce que je trouvais intéressant aussi, un peu quasiment du plug and play, en travaillant dans ce partenariat, vous arriviez avec le container et il y avait juste à le raccorder à l'installation qui avait été faite par Wattway. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, le partenariat avec Wattway c'est un partenariat à la fois industriel et commercial. Effectivement, parce que en termes d'installation, c'est beaucoup plus simple une fois qu'ils interviennent, mais aussi parce que il se trouve que Colas, c'est un groupe qu'on connaissait bien, surtout Nicolas Salmon, le cofondateur, dans une autre vie, et qu'il y avait un intérêt aussi à travailler avec eux. Parce que Colas revend aussi notre solution à travers ses commerciaux de chez Wattway. Donc, il y avait un double intérêt à la fois technologique et à la fois commercial sur ce sujet-là. Ok. Juste avant de te laisser reprendre, Mathieu, parce que c'est toujours en lien avec ces questions d'énergie. On l'a bien compris, hein, c'est vrai que c'est un vrai facteur différenciant pour vous, cette question de l'autonomie énergétique de vos stations. Est-ce que la puissance délivrée vous permet la recharge, la puissance délivrée permet la recharge complète de combien de vélos? Alors, en fait, c'est une bonne question. La puissance, alors déjà, ce qui est hyper important pour nous, il y a deux choses à alimenter en fait dans l'abri avec le photovoltaïque. Il y a le contrôle d'accès et il y a effectivement la recharge de vélo. Donc, en fait, on fait en sorte que déjà la priorité de l'énergie qui est générée alimente le contrôle d'accès. Parce qu'il est hors de question que le contrôle d'accès tombe en panne ou que la lumière ne fonctionne pas, etc. Donc, priorité au contrôle d'accès. Et après, le surplus d'énergie qui est généré va servir à recharger des vélos. Donc après, il y a plusieurs dimensionnements de dalles possibles. Donc, quelle que soit la saison, de toute façon, le produit est autonome en énergie par rapport aux besoins d'alimentation du contrôle d'accès. Et c'est le surplus qui est utilisé pour alimenter la recharge des vélos.
Mais on sait très bien qu'un usager qui va venir stationner son vélo, finalement, il n'y a qu'à peu près 15% des usagers qui vont vouloir utiliser la notion de recharge de batterie. Et en plus, ils n'ont pas forcément besoin de la recharger à 100%, c'est-à-dire que finalement, le besoin qu'ils vont avoir, c'est je recharge un petit peu ma batterie pour avoir assez d'énergie pour pouvoir rentrer chez moi ce soir si ma batterie est déchargée. Mais il n'y a pas tant d'utilisateurs que ça qui font la démarche quand même d'emmener avec eux leur chargeur pour venir se brancher. Bref, tout ça pour dire que en fait, le surplus d'énergie permet de recharger, alors en hiver, on va dire à peu près 4 vélos par jour à hauteur d'une recharge de batterie autour de 25-30%. Et en été, c'est largement supérieur, c'est 30-40 vélos qui vont pouvoir être rechargés. On va dire que la capacité de recharge, de toute façon, suit la courbe du soleil et la pratique du vélo suit aussi la courbe du soleil également. Donc, tout ça est assez logique. Merci pour ces réponses, Mathieu. Je te laisse poursuivre. Pardon. Non, pas de souci. Du coup, je ne sais plus trop où est-ce que j'en étais. Non, concernant ce qui est intéressant, oui, dans le projet de Nielsen, c'est que là, du coup, ça leur permet aussi d'avoir un endroit où il y a cette expérimentation et on voit bien qu'ils sont dans cette dynamique de suivre les évolutions d'usage, les évolutions techniques, de s'adapter et de comprendre les différents besoins. Et comme l'a souligné Céline, et ça, on l'a vu sur d'autres endroits sur le territoire de Nantes Métropole, en fonction des endroits et en fonction des utilisations ou des lieux, vous n'allez pas du tout avoir la même attente au niveau du stationnement des vélos, notamment. Il y a des endroits où la sécurisation va être vraiment première, comme l'avait souligné Céline. Il y a d'autres endroits, ça va être certes la sécurisation, mais il va y avoir un besoin, par exemple, quantitatif, c'est-à-dire de massifier, d'avoir une grande densité de vélos. Vous prenez des endroits comme la gare, par exemple, il va y avoir des enjeux qui vont être plus dans la densité de vélos qu'on va pouvoir stocker. Donc, il va falloir combiner et la partie sécurisation et la partie densité. Et pareil, les usages ne vont pas forcément être les mêmes quand vous allez être en plein centre-ville ou quand vous allez être dans des zones un peu plus excentrées. Et ça, on le voit, alors peut-être que certains d'entre vous ont vu ça sur les réseaux sociaux. Il y a, dans le cadre d'une autre expérimentation, un abri vélo a été positionné sur le parvis sud de la gare, qui est un abri vélo plutôt très, très classique, mais abrité, qui ressort d'une démarche de design d'usage qui avait été menée il y a quelques temps. Et assez vite, les gens alors au-delà du fait que il y avait une intention de design assez marquée sur ce mobilier-là, ce qui a été pointé du doigt, c'était la capacité. Et effectivement, cet abri vélo qui doit prendre à peu près 20 mètres carrés au sol permet d'abriter 12 vélos. À certains endroits, ça serait très pertinent, notamment à des endroits où vous pouvez avoir des transitions de mobilité, c'est-à-dire que vous arrivez de votre domicile et vous laissez votre vélo, vous pouvez vous abriter et puis en attendant de prendre le bus, là, à proximité de la gare, on voit bien qu'il y a un enjeu de densité, de quantité de vélos stockés. Donc, cette problématique de s'adapter aux besoins, elle est super importante. Et c'est vrai que l'approche de Nielsen, de regarder, d'observer, d'essayer de modifier et de réagir, elle rentre bien dans cette idée de l'expérimentation qu'on soutient dans le cadre du Nantes City Lab. Et c'est sûr que l'implantation du Mobilipod de Rezé se prête bien à ça pour nous parce que nos bureaux sont juste à côté. Donc, ça nous permet aussi de voir ce qui s'y passe et d'avoir aussi un œil sur, autre que la ville de Rezé, sur le fonctionnement de l'abri, sa fréquentation et de pouvoir proposer des choses aussi à la ville. Donc, c'est vrai que c'est un partenariat pour nous super intéressant. Et la ville est très à l'écoute de tout ce qu'on propose. Alors, peut-être aussi pour rebondir là-dessus, effectivement, on regarde ce qui se passe parce qu'il y a une pression assez forte pour faire évoluer les pratiques. Effectivement, il y a des aménagements qui sont en cours et qui sont adaptés aux évolutions. Alors, on l'a vu l'an dernier avec l'urbanisme tactique où il y a un certain nombre de pistes
temporaires qui ont été installés. Mais il y a aussi les infrastructures pour le stockage des vélos. Je vois dans le chat qu'il y avait une question autour de la bonne densité d'abris en univers urbain. Alors, je ne sais pas si c'était avant que j'ai évoqué le sujet, mais ça dépend des endroits. On voit bien que, en fait, si vous êtes en plein centre-ville, là, il y a eu des petits appuis vélos qui ont été rajoutés, qui sont compatibles ABF, puisque démontables, parce que c'est une vraie contrainte, et Céline l'a souligné, mais dans les centres-villes, il y a cette contrainte-là qui est assez forte. Mais qui est quasiment jamais suffisant. Et puis en plus, il y a des évolutions d'usage au cours de la journée. Vous allez avoir une grosse demande le soir, notamment en centre-ville. À d'autres endroits qui vont être plus des bureaux, ça va être un peu différent. Donc, il n'y a pas vraiment de réponse unique. Et c'est ça aussi ce qui est intéressant, c'est de comprendre, en fonction des usages, le type de stockage qu'on peut proposer. On est vraiment dans une logique de construire une réponse sur mesure et singulière, enfin, adaptée vraiment à la situation. Ça, je trouve que c'est, enfin, en termes d'approche, c'est hyper intéressant. On a d'autres questions dans le chat. On va les reprendre. Il y en a une que je n'avais pas posée au départ, mais voilà. C'était donc si vous ne monétisez pas le service auprès de l'usager, quel est votre modèle économique? Est-ce que c'est par exemple une redevance qui vous serait versée par la ville? Alors déjà, l'abonnement usager, ce n'est pas nous qui en percevons les bénéfices. C'est la ville qui décide de mettre en place ce service-là, de le facturer et donc qui, elle, recouvre l'argent. Nous, notre business model, il est simple, c'est la vente de nos abris et de nos solutions de vélo à assistance électrique ou la location longue durée, parce qu'on est aussi capable de faire de la location longue durée. Et après, on a un volet qui est plus récurrent, qui est au niveau de l'application, où on va facturer un abonnement annuel en fonction des options choisies par la collectivité, l'entreprise ou l'opérateur de transport. Ok, super, merci. On nous demande aussi comment fonctionne l'abri la nuit. Est-ce qu'il y a une batterie dans l'abri? Oui, il y a une batterie qui stocke l'énergie générée par les dalles et qui permet d'alimenter l'électricité aussi la nuit. Juste pour rebondir sur le côté énergie, c'est vrai que c'est de plus en plus... c'est un aspect sur lequel on est de plus en plus attentif de déployer des infrastructures qui ne sont pas raccordées au réseau. Alors pour des raisons, notamment dans le centre-ville, parce que l'espace public, il y a une forte pression de son usage. Et puis, dans la logique aussi de la transition énergétique, de diminuer nos consommations ou de les optimiser. Et ça, du coup, c'était assez intéressant dans cette solution. Et on y est attentif au maximum. Alors après, ça dépend des quantités d'énergie utilisées. Mais aujourd'hui, il y a des solutions d'accompagnement au niveau de la production d'énergie qui sont suffisamment performantes pour accompagner ce type de dispositif. On a une autre question sur des aspects plutôt sécurité cette fois-ci, sans monétisation. Du coup, comment vous connaissez les utilisateurs qui pénètrent dans l'abri, pardon? En fait, c'est uniquement des usagers qui sont des abonnés. Donc, si je prends le système toujours de l'application, en fait, lors de la première inscription, l'usager rentre son nom, son prénom, fait une demande d'abonnement qui est envoyée ensuite chez Nielsen Concept ou à la collectivité si la collectivité veut gérer ce système d'inscription, mais on est capable de le faire. Et on va demander des éléments complémentaires à l'abonné qui est du type carte d'identité, justificatif de domicile, de manière à ce que chaque personne abonnée, on sache qui c'est, de manière à augmenter le niveau sécuritaire de l'abri, parce que si on connaît les gens et si les gens connaissent les autres utilisateurs, il y a beaucoup plus d'appartenance qui se crée autour de l'abri. Et c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite développer. On n'est pas du tout dans la notion de vélo en libre service où les vélos sont
utilisé, souvent maltraité et ramené sans forcément se dire est-ce que je le regonfle, etc. Pour le prochain utilisateur. La plupart des gens s'en fichent parce qu'ils ne connaissent pas le prochain utilisateur. Là, sur des notions d'abonnement, on sait que les gens vont être plus respectueux. Nouvelle question, merci d'ailleurs pour vos questions. On est toujours ravis, nous, côté ID for Car, quand on voit que vous êtes dynamique et intéressé par le sujet. Donc, on a un retour d'ailleurs d'Hervé Magastre qui nous dit que la solution est très intéressante et il nous demande comment se réalise le contrôle d'accès. Et si on peut entrer avant la fermeture comment se réalise le contrôle d'accès et est-ce qu'on peut rentrer avant la fermeture de la porte? Oui, alors en fait, c'est des grilles qui se poussent, comme vous voyez sur l'écran. Alors, le contrôle d'accès avec l'application, donc l'usager en fait reçoit un code PIN sur son application qu'il va rentrer sur un digicode qui est placé sur la porte d'entrée. On a voulu aller vers un digicode. Alors, en soi, en fait, la porte pourrait s'ouvrir en scannant l'application, mais on a souhaité aller vers du digicode parce qu'on sait que même les personnes les plus âgées savent utiliser un digicode. Donc, il rentre son code sur le digicode et ça lui permet d'ouvrir la porte coulissante. Sachant que donc, la porte ne se referme pas d'un coup, hein, elle est assez lourde, donc elle reste ouverte une fois que l'usager rentre à l'intérieur. Et si jamais elle se referme, on a des boutons poussoirs à l'intérieur qui permettent de réouvrir la porte pour qu'il n'y ait jamais de problématique d'usager enfermé à l'intérieur. Merci. Moi, j'avais quelques questions aussi à poser. De manière générale, en termes d'accompagnement, notamment, ça m'intéresse dans le cadre de l'expérimentation en cours, sur tout ce qui va être accompagnement des usagers à la prise en main du service. Est-ce que vous avez mis en place des actions spécifiques de communication, je ne sais pas, une offre de lancement, des choses comme ça, un événement pour le kick-off ou comment vous permettez aux usagers de se saisir du service? Alors, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'au niveau de la porte d'entrée, il y a un format A2 explicatif en détail à l'usager de comment prendre en main l'application et comment aller s'inscrire. Donc, on lui fournit le lien de l'app et on lui met les différents imprimes écran et on lui explique étape par étape comment il doit s'inscrire. Donc, c'est relativement simple. Après, on n'a pas pour le moment prévu de campagne de communication, mais ça pourrait être une bonne idée. Et en tout cas, on a plusieurs mobilipods connectés là, qui sont en cours de déploiement. Et l'objectif pour nous aussi, c'est de faire venir les collectivités, les clients potentiels, voir en direct ces installations et leur montrer en live comment ça fonctionne. Ce qui est important aussi pour nous, c'est que les clients comprennent comment fonctionne l'app et qu'ils comprennent l'intérêt qu'il y a derrière pour pouvoir développer après ce type de solution. Mais pour l'usager, c'est vraiment extrêmement simple. Oui. Ok, bon bah super. Autre question. Tout à l'heure, tu évoquais tout ce qui tourne autour de la data. Je trouve que on sait que c'est une vraie problématique pour les collectivités en ce moment de disposer de data à la fois quanti et quali pour prendre les bonnes décisions et ajuster les solutions déployées. Pour aller dans ce même sens, au niveau des usagers, est-ce que vous avez réfléchi, par exemple, à des incitatifs? Parce que c'est toujours intéressant de voir qu'on va utiliser un mode de déplacement doux plutôt que sa voiture pour se rendre au travail, par exemple, qu'on économise du CO2, d'être capable de le quantifier, c'est déjà une première étape. Je pense à Transway, notamment, qui est un adhérent ID4Car qui fait ce système d'incitatif. Est-ce que c'est des choses que vous avez réfléchi pour inciter les gens à peut-être utiliser encore plus le service? Oui, complètement. C'est prévu dans les étapes de développement. Là, on a souhaité, dans un premier temps, vraiment aller sur les fonctionnalités essentielles. Mais effectivement, Transway, on les connaît bien, on a déjà échangé avec eux. Et tout à fait, ça pourrait être des briques à venir sur l'application. Oui, complètement. Ok, ça marche. Super, moi sur mes questions, je suis à peu près bon. Mathieu, j'avais juste une question plus pour toi, savoir si vous aviez d'autres expérimentations en cours en lien avec notre thématique du jour sur ces questions de micro-mobilité, plus largement de stationnement. Alors, effectivement, c'est un vrai sujet et qui a subi pas mal d'évolutions très, très rapides sur les 12 derniers mois.
Est-ce que, comme tu l'évoquais tout à l'heure, il y a un peu plus d'un an, on avait fait un workshop sur le sujet des micro-mobilités. Et en fait, il était ressorti de ce workshop un certain nombre de propositions, trois propositions d'implantation sur des aménagements de rues, sur des tests de stationnement. Et en fait, quasiment tout a déjà été fait. Alors que, parce qu'il y a eu l'accélération avec la situation sanitaire l'année dernière. Mais comme c'est un sujet qui est assez complexe, oui, il y a d'autres sujets. Alors là, je ne peux pas en parler directement, mais il y a des choses justement autour des micromobilités plus classiques, type, du moins, classique, on peut mettre le vélo dedans, mais autour des trottinettes aussi. Il y a des gens qui sont en train de se poser des questions. Et puis, en fait, on est en train de voir que on est sur un panel où il y a des solutions qui sont complémentaires. Et aujourd'hui, alors il y a un gros coup d'accélérateur sur le vélo parce que c'est quelque chose voilà, qui marche bien, qui est assez accessible et qui est pas mal dans le vent. Mais on voit bien qu'il y a des solutions qui sont complémentaires. Alors, on parlait des trottinettes, mais il y a peut-être d'autres choses. On voit déjà dans les vélos, il y a les vélos et les vélos électriques. Les trottinettes électriques peuvent être un complément. Et on est en train de regarder là, notamment s'il n'y a pas des expérimentations à faire pour voir sur ce qui peut être présenté aux différents utilisateurs dans ce panel. Et parce qu'on voit bien qu'il y a des utilisateurs qui sont sensibles ou qui vont naturellement aller vers telle ou telle solution et pas vers telle autre. Ici, il y a une expérimentation dont je peux parler qui va avoir lieu à la Chantrerie, donc au nord de Nantes. Donc, c'est une zone qui est assez excentrée, mais qui a une grosse zone d'activité, puisqu'il y a plusieurs grandes écoles, plus des sièges de grandes entreprises. Et c'est un endroit qui est pas mal congestionné. Et il y a une expérimentation qui va être faite justement pour proposer de la micromobilité en complément des transports en commun. Et alors, en gros, il y a un bus à haut niveau de service qui arrive sur un terminus et à cet endroit-là va être proposé des solutions de micromobilité type vélo ou trottinette qui pourront être utilisées sur des stations et sur la zone. Donc, ça doit faire il y a notamment un parcours qui dessert plusieurs entreprises, et y compris une zone d'habitation tout au bout sur quasiment 2 km. Et donc, il va y avoir, je crois, 5 ou 6 stations qui vont être déployées le long de ce parcours. Et ça va vraiment être en mode expérimentation. Donc, ça va être équipé il va y avoir des suivis d'indicateurs, qui utilisent, combien de temps, le nombre de kilomètres. Et ça devrait être à partir du mois de septembre. Et c'est piloté par la CEMITAN. D'accord, ok. Bon, bah ça pourrait être intéressant qu'on se recontacte à l'issue du webinaire pour en échanger et puis peut-être pour voir si ça peut être intéressant de présenter cette expérimentation un peu plus en détail au moment où elle sera lancée. Voilà, c'est plutôt pas mal. On a une dernière question. Alors, c'est toujours un sujet un peu touchy. Il nous reste quelques minutes. Si vous souhaitez encore poser des questions, c'est le moment. On nous demande, voilà, est-ce que vous êtes en capacité de communiquer des éléments de budget d'investissement et de fonctionnement sur la partie exploitation-maintenance pour ce projet et cette expérimentation donc à 30 nous? En termes de budget, on va dire sur un mobilipod. Alors, en fait, nos abris sont multi-options, c'est-à-dire qu'on peut y mettre un petit peu ce qu'on veut à l'intérieur. J'ai parlé beaucoup de l'application connectée, mais on peut très bien mettre des digicodes mécaniques. Donc, on va dire qu'en tarif de départ sur ce type de solution, on va être, on va dire, en dessous de 30 000 €. Et après, sur des versions complètement équipées, connectées, alimentées, photovoltaïques, etc., ça peut aller jusqu'à du 50 000 €. Donc voilà, tout ça dépend. Après, s'il y a des gens présents qui souhaitent discuter plus longuement avec nous et faire des demandes précises et recevoir des cotations, n'hésitez pas à vous mettre en relation avec moi. Je serais ravie d'échanger sur vos différents projets. Ce que je vous propose, voilà, avant de conclure, c'est peut-être, Céline et Mathieu, de mettre vos coordonnées dans le chat.
en s'assurant que c'est bien visible par les participants, parce que vous avez une option là, enfin, vous pouvez choisir à qui vous envoyez le message. Voilà, comme ça, ceux qui le souhaiteraient, en effet, pourraient vous recontacter. Il ne faut pas hésiter, c'est aussi à ça que servent nos webinaires, hein, c'est à faire des mises en relation entre des acteurs du réseau et puis des gens qui pourraient avoir un intérêt à les rencontrer. Donc voilà, on est d'autant plus content quand ça se produit. Je vérifie juste dans mes notes que je n'oublie rien. Si, petite chose, parce que c'est pareil, j'ai eu l'occasion d'échanger avec Nicolas sur le sujet. Je trouvais intéressant la vision que vous défendez du vélo cargo. Céline, si tu peux peut-être l'évoquer rapidement en guise d'ouverture, parce que je trouve ça C'est voilà, vrai. c'est Oui, intéressant. on est convaincu que le vélo cargo aujourd'hui, il a complètement la capacité de substituer une deuxième voiture. Dans nos vélostations, on propose notamment le vélo cargo en libre partage et pas en libre service. Libre partage, ça veut dire à partager entre une communauté d'usagers qui est restreinte où les gens se connaissent. On a vraiment la volonté de faire en sorte que les gens puissent tester au quotidien l'utilisation de ce vélo cargo pour se rendre compte que finalement, il y a beaucoup de choses qui sont faisables parce que la plupart des gens nous disent bah oui, mais moi, je ne peux pas prendre mon vélo parce qu'il faut que j'aille chercher mes enfants à l'école, il faut que j'aille faire mes courses, etc. Oui, mais ce n'est pas un frein. C'est-à-dire qu'avec le vélo cargo, vous pouvez faire tout ça. Mais en même temps, le vélo cargo a un coût et c'est vrai que tous les ménages ne sont pas en mesure d'investir pour être sûr que ça fonctionne. Donc ce qu'on propose, voilà, c'est des vélostations avec ces vélos cargo en libre partage de manière à tester pendant quelques mois et peut-être que les gens après fassent le saut d'investir dans un vélo cargo pour eux. Ok, ouais, non, mais c'est vrai que, enfin, on sent dans votre démarche de toute façon que vous êtes sur beaucoup du test and learn, Ouais, permettre aux gens d'expérimenter. Donc, voilà, ça me semble être totalement dans l'air du temps et puis une belle réponse aux problématiques que l'on peut connaître. Bah, écoutez, on est sur et un j'ajoute timing juste, qui est excusez-moi bien Simon, je sûr. rajoute un dernier point. Du coup, cette expérimentation avec le vélo cargo en libre partage, c'est l'expérimentation qui a été sélectionnée dans le cadre de l'Urban Lab de Paris. Et donc, on aura des expérimentations qui vont être développées notamment sur le territoire du 13e arrondissement pendant de 12 à 18 mois. D'accord, ok. Bon, alors oui, on sent qu'il y a un bon développement qui se passe pour vous en ce moment, c'est bien. Ouais, c'est des thématiques. Super. Juste en petit complément, et alors c'est pas du breaking news, mais il y aura on est en train de travailler à un petit événement sur l'innovation et le vélo pour la rentrée au mois de septembre. Donc, on n'a pas encore pris les contacts avec nos intervenants. On avait bien prévu d'appeler Nielsen et un certain nombre d'autres acteurs qui font de l'innovation sur le vélo sur le territoire. Voilà, côté ID4Car, en tout cas, sachez qu'on sera ravis si vous prenez la décision de nous associer à la démarche, ne serait-ce que pour être relais de communication et le mettre en avant auprès de la communauté. C'était prévu. Voilà, on est sur. On a été très bon aujourd'hui en termes de timing. On avait dit 11h midi, il est 11h58. Donc, c'est parfait. Merci à vous, nos participants, d'avoir assisté à ce webinaire. Merci pour vos questions. Et puis, bien évidemment, merci à Céline et Mathieu. Voilà, c'était un webinaire très intéressant. Moi, j'ai appris plein de choses, même si je connaissais déjà Nielsen. Donc, voilà, c'est qu'il en restait. Vous avez plein de belles choses à nous faire découvrir et tant mieux. J'ai plus qu'à vous souhaiter un bon appétit à tous et on vous donne rendez-vous très prochainement. Tenez-vous informés sur notre agenda événementiel. On a pas mal d'événements en ce moment dans les tuyaux et c'est avec plaisir qu'on vous retrouvera lors des prochains. Voilà, bonne fin de Merci, au journée, à revoir. très bientôt. Au revoir à tous. Au revoir.